Bienvenue dans Scroll, l'émission où on s'interroge sur le contenu, sur les articles, sur les vidéos qui défilent devant nos yeux sur le web et sur nos réseaux, et surtout sur ce que eux regardent. Des élèves d'SFXA sont avec nous aujourd'hui. Bonjour Emeline, bonjour Jeanne, vous allez bien? Bonjour, oui. Alors est-ce que SFX c'est une chouette école déjà? Oui, Ouais. vraiment. Il y a plein d'activités et tout, donc... Ouais. Du genre, c'est quoi les activités qui la rendent cool? Le gospel. Oui, on a aussi beaucoup de voyages organisés, comme le projet vélo en troisième. C'est quelque chose de très spécial à l'école que tous les élèves attendent. Donc on part 3 jours tous ensemble en vélo et on dort dans des écoles. C'est super chouette. Moi j'étais à SFX et c'était vraiment une école que j'ai adorée. Il y avait beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, donc c'était vraiment hyper cool. Vous avez sélectionné du contenu qu'on va regarder ensemble et on va voir ce qu'on peut en dire. Et avec nous aussi Florian, qui est expert en éducation média et qui vient de Média Animation. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est Média Animation? Oui, bonjour. Donc Média Animation, c'est une ASBL d'éducation aux médias, mais aussi une ASBL qui fait de la communication pour des associations non lucratives. Et donc l'éducation en médias, c'est quoi? C'est juste tout simplement donner une approche critique à tout objet médiatique. Mais il y a aussi ce côté analyse, évidemment, qu'on comprend directement, mais aussi le fait d'après se réapproprier ces objets pour en faire quelque chose, pour en fait avoir une activité citoyenne avec, par exemple, postant sur TikTok et parlant des sujets qui nous tiennent à cœur ou faisant son podcast. Donc voilà, il y a le côté critique, mais aussi après se le réapproprier pour faire. Eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, bienvenue dans Scroll, l'émission où les jeunes décryptent leur monde en ligne. Aujourd'hui, on a une thématique spéciale qui n'est pas forcément hyper joyeuse, mais qui est assez ancrée dans le temps et dans ce qui se passe pour le moment. C'est la guerre. Donc, vous avez sélectionné du contenu qui passe dans vos fils et qui a rapport avec la guerre. Vous, quand vous entendez le mot guerre, à quoi est-ce que vous pensez en premier? Moi, je pense directement au combat armé, etc. Même s'il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Au-delà des armes et des conflits, il y a aussi tous les civils qui sont victimes, etc. Mais c'est vrai que la première chose à laquelle on pense, c'est à la violence, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Aux images aussi choquantes que parfois on peut voir. Voilà. Vous en voyez passer dans votre fil, parce que là, on vous a demandé d'en chercher, mais est-ce que vous en voyez qui passent dans votre fil comme ça? Oui. Oui, ça parfois, des médias qui relaient l'actualité, par exemple. Ouais. Pour vous, ça vous paraît loin, la guerre, ou bien c'est proche de vous? Parce que pour le moment, c'est quelque chose qui revient souvent avec la guerre en Ukraine, à Gaza, etc. Est-ce que c'est anxiogène, ou alors est-ce que ça vous paraît vraiment très loin? Moi, personnellement, je me sens quand même concernée en tant que citoyenne, j'ai envie de dire, parce que je pense que ça impacte toute la planète indirectement. Et surtout, plus précisément, je trouve en Ukraine, je me sens encore plus concernée parce que c'est plus proche de chez nous. Souvent, nos politiques s'en mêlent aussi. Par exemple, les Belges ou les Français, avec Emmanuel Macron, etc., s'en mêlent plus vite. Et donc, je me sens plus concernée, oui. Ok. Toi aussi? Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce côté un peu anxiogène, de tout ce contenu qui arrive devant nos yeux, qui a rapport avec la guerre? La question, c'est d'abord de savoir si vraiment c'est ressenti comme quelque chose d'anxiogène, puisqu'il y a des personnes qui, en fait, soit par choix, qui vont dire c'est anxiogène et vont délibérément les éviter. Donc moi, par exemple, je ne me ressens pas dans un climat anxiogène et je ne les évite pas, mais je ne les vois pas pour autant. Donc je ne sais pas ce qui se passe sur mes réseaux, mais je veux dire, il y a des personnes qui, tout simplement, ne sont pas confrontées à toutes ces images. C'est aussi parfois à l'aléa de l'algorithme, mais aussi à notre volonté à nous d'aller se confronter à tout ça. Et puis après, il y a à quoi est-ce qu'on va se confronter? Est-ce que c'est des images très crues, comme peut-être on va voir tout à l'heure, ou qui vont un peu en parler de manière succincte? Donc ça. Oui. Mais il y a plein de types de vidéos et de contenus qu'on voit par rapport à la guerre. On va en voir plusieurs. Le premier, c'est toi, Emeline, qui l'a choisi. Et donc, ça parle de la guerre en Ukraine. On regarde ça, puis on en discute. On est ici dans des tranchées à 4 km des positions russes. Je vous montre ici à quoi ressemble le dispositif. Vous avez de l'artillerie que vous voyez. C'est une femme qui vise. Ça fait 3 ans qu'elle fait la guerre ici avec des obus, des missiles qui sont donc lancés du côté
des positions russes. Et puis je vous montre aussi ici l'une des caches où dorment parfois, dans vraiment 2 mètres carrés, là où dorment des Ukrainiens. Ils sont fatigués, ils sont usés pour beaucoup d'entre eux. Après 3 ans de guerre, on rappellera juste un chiffre, la moyenne d'âge du côté de l'armée ukrainienne, c'est 43 ans. 43 ans aujourd'hui, vous entendez le tir qui vient d'être mené, alors qu'en 2022, la moyenne d'âge était de 33 ans. Problème pour recruter, qui est en train de devenir effectivement un très très gros problème en Ukraine. On est à quelques kilomètres seulement de la ligne de front. Regardez à quoi ressemble ce tank qui est complètement camouflé. Il faut savoir que, et c'est vraiment marquant, 3 ans après le début de la guerre, la ligne de front ici, elle n'a quasiment pas bougé, alors qu'il y a des combats permanents entre les Russes et les Ukrainiens, parfois en pleine nuit, des drones qui n'arrêtent pas de quadriller le ciel et qui rend la situation de plus en plus... Alors, dis-nous, explique-nous pourquoi tu as choisi cette vidéo-là et qu'est-ce qui t'a marqué? Du coup, j'ai été chercher sur le moteur de recherche sur TikTok vidéos de la guerre en Ukraine parce que je voulais m'intéresser à cette guerre-là. Et puis j'ai vu un tas de vidéos, certaines qui me paraissaient un peu bizarres, avec des soldats qui se filmaient sur le terrain. Je me disais, c'est quoi ça? Et puis après, j'en ai vu une de TF1, donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne source. Et donc j'ai regardé et ça m'a marqué que du coup, le journaliste soit sur le terrain, qui filme la situation. Et puis j'ai été voir les commentaires et j'ai vu beaucoup de personnes dire « Ah, mais c'est de l'IA, c'est faux, c'est fake. Enfin, c'est pas possible qu'il soit si serein en train de filmer alors qu'il y a la guerre à côté, quoi. » Et donc ça m'a marqué. Oui, c'est ça. Il y a un côté qui se veut un peu immersif et réel parce qu'il est dans les tranchées, on entend le gros boom des explosions, mais il y a aussi un côté très lissé, quoi. Oui, c'est ça. Tu as ressenti ça aussi quand tu as vu cette vidéo-là? Oui, Ouais, pareil. mais moi, je trouve que le fait justement qu'il soit dans l'action rajoute quelque chose et qu'on entende tout ce qui se passe en arrière-plan, etc. Je trouve ça très réaliste, justement. Je me pose pas spécialement la question est-ce que ce serait pas hors sujet ou hors contexte, etc. Est-ce que pour toi, ça paraît réel ou mis en scène ou est-ce qu'on doit s'interroger ou pas? Ben, moi, j'avoue que j'étais surpris quand j'ai vu que c'était TF1, déjà par rapport au dispositif, la musique qui est un peu stressante et tout ça. Au début, je pensais que c'était juste, on va dire, un news influenceur qu'on peut en avoir sur des conflits où c'est des personnes qui prennent la charge de nous rapporter tout ça. Et puis même à la fin, ils reprennent les codes des réseaux sociaux avec ce double écran, on le voit 2 fois. Par rapport à l'IA, actuellement, je suppose que vous le savez, mais l'IA, oui, génère des images et des vidéos de plus en plus réalistes. Pour faire des vidéos aussi longues, on n'y est vraiment pas encore, mais surtout, la majorité, c'est pour faire du porno. Donc ça, c'est la triste réalité dans laquelle on est. On n'est pas encore à devoir se méfier de tout ce qu'on voit. Donc personnellement, je n'ai pas eu ce réflexe de me dire, tiens, est-ce que c'est de l'IA? Moi, ce qui m'a plus posé la question, c'est, quelles sont les informations qu'on me donne finalement par rapport à tout ça, quoi. Et qu'est-ce qu'on en tire réellement? Ici, par exemple, c'est une vision de la guerre où c'est vraiment le côté militaire. On parle du long cours. Bon, il y a une référence sur le fait qu'il y a des hommes et des femmes sur le terrain. Mais et TF1 fait aussi le travail sur d'autres aspects, mais ici, les civils sont absents, quoi. On ne le voit pas, alors que souvent, la victime numéro 1, ce sont les civils. Donc, ici, absence totale. Alors, c'est sûrement pas de l'IA, mais par contre, il y a un côté, on peut se demander si c'est vraiment lissé, parce que le fait que ce soit dans une tranchée, que ce soit, que le cadrage soit si particulier avec une musique si particulière, on peut se demander si c'est pas mis en scène et si c'est pas vrai, si c'est vraiment un état de guerre ou pas. Ou là, il n'y a pas de question à se poser. En fait, la question, c'est simplement c'est de se dire, tiens, avant que je regarde cette vidéo, à quoi est-ce que je m'attends? Et c'est peut-être déjà de se dire, tiens, quelles sont les représentations qu'on nous a nourries depuis tant d'années sur c'est quoi une guerre? Et puis de se dire, tiens, je m'attends peut-être à des gens qui sont tirés dessus ou un bâtiment qui explose avec une vidéo prise de loin et pas un monsieur dans un lieu assez calme. Alors oui, on entend un obus qui est lancé de leur côté vers les ennemis. Donc c'est plutôt ça, en fait, on se dit, quelles sont nos attentes? Et puis voir si ça se confronte et puis après se demander pourquoi est-ce que ça a été confrontant. Ok. Toi, c'était l'image que tu donnais de la guerre en Ukraine ou pas du tout, justement? Oui, dans les tranchées, oui, mais je trouvais ça intéressant qu'il plaçait sur le fait qu'il y ait une femme en train de tirer, etc. Parce que peut-être qu'on ne s'imagine pas spécialement qu'il y ait des femmes dans la guerre, etc. Ok. Donc ça a quand même informé, ça a donné quand même une vision peut-être plus claire de ce que c'était la guerre, là-bas.
dans ce cas? Bon, je ne suis pas spécialiste de ce qui se passe en Ukraine, mais en tout cas, ça donne de l'information, ça c'est certain. Et il y a une tentative. Est-ce qu'il y a une limite pour vous dans les images qu'on peut montrer justement? Parce que là, c'est un premier niveau d'image, on va dire. Est-ce que dans les images plus ou moins violentes qu'on peut montrer de la guerre, est-ce qu'il y a une limite pour vous dans ce qu'on pourrait voir ou montrer sur les réseaux? Au-delà de la censure que les réseaux nous infligent eux-mêmes, je pense que oui, il doit quand même avoir un certain niveau de censure, même si il l'impose, parce que tout le monde est susceptible de voir ces images. Des fois, on tombe dessus sans vraiment le vouloir. Et donc, pour moi, oui, c'est quand même important d'avoir un minimum de censure par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont à montrer et qui restent tabous. Et qui restent tabous ou juste ignorées, mises sous silence, etc. Alors que ça devrait être exposé. Oui. Je pense justement au quotidien des victimes, que ce soit la famine, ça peut même être des viols, etc. Dans le cadre de la guerre. Ça, ce sont des choses qui sont, je trouve, parfois un peu trop mises sous silence et qui pourraient être plus montrées. Oui. Ok. En parlant de ça, oui, la guerre justement au Soudan est une guerre qui est souvent un peu moins médiatisée. Et c'est le sujet que tu as voulu mettre sur la table aujourd'hui, un carrousel d'images qui est paru sur Instagram. On va regarder ça et on en parle justement. Donc c'est un post, comme on le voit, qui fait le point sur la guerre au Soudan, donc une guerre entre le FSR et l'armée régulière. Et donc c'est une série d'images qui donnent des chiffres, qui expliquent le début de la guerre, comment ça s'est passé, etc. Avec le Darfour, dans le Darfour surtout, l'appui des Émirats, et puis qui termine par une phrase assez choc. Donc, je ne sais pas où se trouve ma femme, je n'ai pas enterré les corps de mes enfants qui ont été abattus, etc. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce contenu-là? Parce que, à titre personnel, c'est un contenu qui m'intéresse. J'aime bien m'intéresser sur les guerres, etc. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, je trouve ça assez important d'être conscient de ce qui se passe ailleurs. Et j'ai choisi ce contenu parce que, tout simplement, avant qu'on me demande de le faire pour l'émission, j'avais déjà liké et lu ce post. Ce genre de contenu m'intéresse plus que des vidéos qui passent comme des edits, par exemple, etc., sur TikTok, parce que j'aime quand même bien que ce soit des bonnes sources qui témoignent avec, comme on l'a vu ici, des chiffres, des témoignages, etc. C'est ça. Donc, c'est plus pour le côté informatif. Oui, et aussi pour le côté... ici, je trouve que c'est fort axé sur les victimes, les civils, etc. Et moi, sur le conflit armé, même si on en parle quand même, on dit quand même le nombre de morts, etc. Avec, Ok. oui. Mais est-ce que justement, il n'y a pas une prise de position alors dans ce côté-là d'essayer de mettre en scène et de plus parler du côté, de plus toucher le côté émotionnel avec des posts comme ceux-là, comme avec la phrase qui termine, qui est un peu choc? Est-ce qu'on n'essaye pas plutôt de te toucher plutôt que de t'informer? Si, moi, je vois ce post aussi comme de la sensibilisation, au-delà le côté informatif. Je pense, oui, que c'est quand même un contenu qui vise à sensibiliser les gens. D'ailleurs, ça a été le cas pour moi. Je trouve que je pense que personne reste indifférent face à ces chiffres et ces témoignages. Ok. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce côté-là? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on doit déceler quelque chose là-dedans, dans ce côté plus émotionnel et polarisation, où on essaye aussi de peut-être simplifier le conflit pour essayer d'attirer les gens vers une réflexion? Oui, ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est d'abord du contenu informatif, parce que, comme tu l'as dit, il me semble que tu l'as dit, on n'entend pas vraiment parler de ce qui se passe au Soudan dans les médias. Donc ici, il y a vraiment une volonté de synthèse. Et pour moi, l'aspect émotionnel est vraiment important. Je veux dire, c'est comme ça qu'on s'engage, c'est via nos émotions. Nous ne sommes pas des êtres dénués d'émotions, donc il n'y a pas de... c'est pas un souci, en fait, que ça fasse appel aux émotions. C'est vraiment pas un souci. L'idée, évidemment, c'est s'il y a une volonté de manipulation, comme tu l'as dit, peut-être qu'on va utiliser nos émotions pour nous manipuler. Ici, ils essayent de nous donner des informations au niveau chiffré, de montrer différents types d'informations, puisque souvent, quand on parle de guerre, on va montrer pour les civils, c'est un peu le classique, les personnes qui fuient, quoi, les enfants et les mères qui s'en vont.
Ici, on voit aussi les questions de massacre, même si c'est vu de loin avec les satellites. Oui. Donc là aussi, c'est intéressant d'essayer de montrer un peu c'est quoi la guerre, enfin ici, c'est quoi le conflit qui se passe au Soudan, et d'un peu de différentes manières. Donc voilà. C'est vrai qu'on utilise moins des images chocs, plus des phrases chocs ou bien vraiment du contenu pour essayer de sensibiliser. Mais par contre, c'est publié par Bouscapé, qui est donc un média généralement qui va parler de culture urbaine ou de rap. Est-ce que c'est leur rôle aussi d'amener ce genre de sujet? Tu t'es posé la question, pourquoi Bouscapé parlait de ce genre de sujet? C'est un compte Instagram que je suis depuis longtemps et donc je ne me suis pas posé la question parce que j'avais déjà vu ce genre de contenu-là de leur part. Ok. Je pense que n'importe qui, de sources sûres, enfin, avec des bonnes sources, je pense que n'importe qui est légitime de partager sur ses réseaux sociaux du contenu comme ça, à condition qu'il soit évidemment bien sourcé. C'est ça. Voilà, Et que là, ce c'est soit le pas de cas. la fake news, quoi. Ok, là c'est le cas, on peut se dire. Pour Bouscapé, certainement. Je vais vous proposer de jouer à un petit jeu ensemble. J'ai été prendre sur Google Trends. Donc Google Trends, il référence les tendances de recherche sur Google. Et j'ai été voir des questions à propos justement de la guerre et des tendances de recherche. Et on va vous poser des petites questions. C'est parti pour le premier petit jeu. Allons-y. Alors, quelle thématique est apparue en tête de la rubrique News dans beaucoup de bilans pour les recherches en 2023? Est-ce que c'est A, pandémie mondiale, guerre entre Israël et Gaza, ou est-ce que c'est élection présidentielle mondiale? Je dirais la B, mais je La suis pas B? sûre. Moi aussi. Moi aussi. C'était la B, bonne réponse. Un point pour vous trois. Plus difficile. Après les escalades militaires majeures, quelle recherche a souvent connu un pic d'intérêt sur Google? Est-ce que c'est World War III? Est-ce que c'est comment investir dans les technologies maintenant? Ou est-ce que c'est les meilleures recettes rapides? Les meilleures recettes rapides. Mais je veux savoir maintenant. Il faudra demander, non? Et pour vous? Honnêtement, je sais pas trop. Peut-être la 2. La Pas. 2, comment investir en action? Non, c'était World War III. Donc c'est vraiment ce qui vient après des pics, après des escalades. Donc, par exemple, après le début de la guerre à Gaza, après le début de la guerre en Ukraine, c'est les premières recherches qui reviennent chaque fois. Dernière question, quelle catégorie de produits voit souvent une hausse des ventes en période d'inquiétude liée à un conflit? Est-ce que c'est les kits de survie? Est-ce que c'est les instruments de musique et les vinyles? Ou est-ce que c'est les vêtements de luxe? Peut-être les vêtements de luxe. Oui, toi? peut-être oui, aussi l'événement de luxe. Moi, j'aurais cru que ce serait les pâtes. Mais donc, Les pâtes? J'aurais dit kit de survie. Ça aurait été logique, mais c'était les kits de survie. C'est aussi une recherche qui vient directement. Est-ce que vous, c'est le genre de recherche que vous feriez ou pas? Non. Pas du tout. Non. J'imagine, et tant mieux. Merci beaucoup, Emeline, merci beaucoup, Jeanne. Vous allez maintenant nous quitter et on va accueillir vos deux autres compagnons. Merci à vous. beaucoup. Et donc, on va accueillir, vous pouvez venir, Mila et Hugo, qui vont donc venir aussi nous présenter du contenu qu'ils ont sélectionné sur leur réseau. Bonjour Mila, bonjour Hugo. On va commencer avec ta vidéo, Mila. Oui. Ça vient de WSJ. Oui. Donc c'est une vidéo qui est en anglais, mais on va essayer un peu de dresser le tableau du contenu. Voilà, c'est une vidéo sur la guerre à Gaza. On regarde ça puis on en parle? Oui. C'est parti. Child hunger is increasing across the Gaza Strip, according to Palestinians and aid organizations. And some of those kids that's real starvation stuff. I see it. And you can't fake that. The IPC, the UN-backed scientific authority on food emergencies, reported famine conditions in Gaza, the most dire assessment since the war began. Pallets of food at this massive stockpile on the border could help address that suffering.
Instead, they've been left rotting in the blistering summer sun. Both sides now trade blame over who's responsible. We care about the people of Gaza. We are feeding them, and Hamas and the UN refuse to feed them because of many reasons. I'm at the Kerem Shalom border crossing between Israel and the southern Gaza Strip. It's one of only 2 entry points for humanitarian aid. The Israeli military invited journalists here to show us what they say are piles and piles of aid that the UN and other relief agencies are refusing to pick up and distribute. The UN is used to work in war zones all over the world. Why wouldn't they do it here? They stopped distributing food since we opened the distribution centers ourselves with the GHF. Now, you will judge yourself. Is it from political reasons? Or is it because they care about feeding the people of Gaza? The UN is telling a different story. They say the Israeli authorities are creating obstacles that are making it impossible for them to do their job. These include restrictions on movement, security concerns for humanitarian workers, and long wait times at border crossings. Voilà, donc la vidéo dresse le tableau de la famine à Gaza, avec des témoignages et puis une conclusion qui dit que les deux camps s'accusent mutuellement d'être responsables de la famine. Toi, pourquoi est-ce que tu as choisi cette vidéo ? Moi, j'ai choisi cette vidéo parce qu'en fait, donc, je cherchais, un peu comme Emeline l'avait dit, une vidéo, parce que moi, dans mon fil, j'ai pas forcément souvent des vidéos comme ça. Donc, je cherchais un peu sur Internet, et puis je regarde plusieurs vidéos, et puis je tombe sur celle-là. Et ça m'a vraiment interpellée parce que, on voit la vidéo, elle est quand même assez sérieuse. Il n'y a pas forcément de musique dramatique ou quoi que ce soit. Il y a des témoignages. Et puis, dedans, au tout début, il y a Trump qui parle à un moment. Et moi, ça m'a vraiment étonnée parce que je ne comprends pas l'intérêt, en fait, dans cette vidéo-là, d'avoir un témoignage de Trump qui est vu sur un bon angle ici, de cette façon, parce qu'il dit qu'il ne faut pas penser que c'est faux, etc., que les enfants, ils ont vraiment faim, etc. Et donc, je me dis, c'est un peu bizarre. Et donc, je vais voir, je me renseigne sur le média qui a fait ça, WSJ. Et selon ce que j'ai vu, c'est quand même un média assez conservateur, pro-républicain, etc. Et donc, je m'interrogeais un peu justement sur finalement la légitimité de certains médias en fait, à faire du contenu donc, sur Gaza, sur les guerres, etc. Alors que finalement, eux-mêmes, Trump est quand même impliqué très fortement dans les coupes, la coupure des aides humanitaires, etc. à Gaza. Et donc, comme ça, finalement, glorifier avec une petite séquence un président qui est quand même en majeure partie responsable de ce qui se passe là-bas, je trouve ça assez bizarre. Okay. Et donc ça m'a vraiment interpellée quand j'ai vu ça. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait dans la vidéo ? Ça apporte rien en plus. Je suis toujours étonné comme vous, les jeunes, les personnes qui viennent nous montrer le contenu ici, s'interrogent vraiment à fond sur le contenu que vous regardez et vous allez profond dans la recherche, quoi. C'est un peu fou, non ? C'est impressionnant. Pour les adultes, ça paraît fou, puisque c'est un peu le discours médiatique qu'on entend souvent, c'est les jeunes sont à risque. Les jeunes ne font pas attention à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, où, ils sont manipulés par leurs émotions, ou je sais pas, leur cerveau qui grandit, je ne sais pas. Ouais. Mais dans les faits, oui, je veux dire, s'il y a une population vraiment fragile, c'est plus les adultes et les personnes âgées, évidemment. Mais dans les pratiques vraiment qui ont intégré, ici, d'aller vérifier ses sources ou de faire juste des recherches supplémentaires et s'interroger simplement ici sur une ligne idéologique que pourrait tenir un média, oui, là on a un exemple parfait de ce que beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes font, notamment les jeunes. Oui, c'est dingue, c'est chouette, c'est hyper chouette. Tu as aussi ce genre de réflexe, tu vas voir dans les commentaires ou bien tu vas vérifier les vidéos ? Moi, les commentaires, c'est pas spécialement mon premier réflexe parce que j'avoue que les commentaires sur une vidéo qui est en lien avec les conflits armés, ça me met souvent très très mal à l'aise. Il y a sur Instagram fort, il y a certains réseaux moins, comme YouTube, où ça va encore, mais par exemple, souvent sur Instagram, quand on lit les commentaires, ce qui me dérange vraiment, c'est souvent la manière qu'ont les gens de classer le conflit comme si c'était un match de football, où au lieu d'avoir une analyse d'ensemble du conflit, ce qui est triste dans la plupart des cas, ça va toujours essayer d'argumenter pour un conflit. Ah, ils ont raison. Et moi, ça me dérange réellement. Donc, c'est pas le premier réflexe, ça pas de regarder les commentaires. Mais par exemple, dans ce cas-là, je sais que je pense que j'aurais fait comme Mila.
c'est regarder l'origine du compte, parce que mais c'est vrai que Trump n'a rien à faire dans la vidéo. Et c'est fou comment on peut utiliser un conflit armé pour faire passer un message politique qui n'a rien à voir. Et Ok. ça m'aurait dérangé aussi. C'est ce que tu avais décelé aussi dans cette vidéo ou pas forcément? Moi, non. Parce que en fait, je trouve que Trump est pertinent parce qu'en fait, dans le contexte, il s'oppose en fait au récit israélien qu'il n'y a pas de famine à Gaza. Donc c'est aussi pour donner du poids à ce narratif. Moi, ce qui m'a évidemment j'allais dire percuté, mais c'est pas le bon mot. Mais c'est le fait que en fait, la journaliste est à l'extérieur. Elle parle de choses qui se passent à Gaza, mais en fait, elle est à l'extérieur et elle ne peut pas nous montrer en fait ce qui se passe, puisqu'ils n'ont pas le droit de rentrer. Donc déjà ça m'a très fort marqué. Et aussi le poids entre les deux paroles. Ici, on a eu un face caméra d'un soldat ou je sais pas, quelqu'un en charge ici qui représente l'armée israélienne, qui a quand même un sacré temps de parole. Et puis après, elle conclut avec la position des UN, il me semble. Donc oui, il y a quand même un déséquilibre à ce niveau-là aussi, entre le temps de parole et aussi juste l'accès à des sources premières, c'est-à-dire la zone en conflit, quoi. Oui, c'est ça. Mais pourtant, elle utilise des images, mais donc qui sont pas d'elle, qui sont reprises d'autre part, quoi. Exactement. Est-ce que c'est important pour vous que ces images-là circulent quand même et qu'on... Pour moi, je trouve que c'est quand même assez... c'est vraiment important. Je trouve que peu importe... encore une fois, il faut que la source soit comme fiable, mais c'est important, peu importe finalement de la manière dont on le voit, de se rendre compte des réalités de notre monde et de se rendre compte que oui, il y a vraiment des gens qui meurent de faim partout, même pas que à Gaza dans le contexte de la guerre, mais dans plein d'endroits, dans plein de régions d'Afrique, plein de régions en Asie, etc., qu'on est quand même assez privilégiés ici. Et donc, de peu importe la façon dont c'est amené, même ici, si c'est un peu spécial, je trouve que c'est important, oui, de pouvoir voir ces images-là et de se dire, ah oui, il y a comme ces choses-là qui se passent et c'est pas chouette, quoi. C'est important de les faire circuler. On va regarder le témoignage de Hugo maintenant, qui nous a apporté un témoignage d'un soldat américain envoyé à Gaza. Donc, on regarde ça et puis on en discute. And he kisses my hand. He kisses me, he kisses my hand, and he says, Shukran. You can see in this picture that this little boy is not wearing shoes. His clothes are falling off of him because he's so skinny. He doesn't have a box of food. He has half of a bag of rice that he found on the ground, a broken bag, half a bag of lentils that he found on the ground, and he was thanking us. Thank you. And when he got there, he thanked us for the remnants and the small crumbs that he got. And he places his hands on my face, on the side of my face, on my cheeks, these frail, skeleton, emaciated hands, dirty. He kissed me and he said, thank you, in English. Thank you. Voilà, un témoignage très dur. Hugo, pourquoi est-ce que tu as choisi cette vidéo? Alors déjà, cette vidéo, je ne l'ai pas recherchée. Je l'avais déjà vue il y a un petit temps. Et elle m'a marqué. La preuve, je l'ai reprise aujourd'hui. Je m'en souvenais toujours. Et ce que je trouve vraiment horrible avec cette vidéo, horrible et en même temps normal, c'est que la manière dont raconte son témoignage, le soldat raconte son témoignage, est bouleversante parce quand il le raconte, t'as l'impression que on a les images sans vraiment avoir les images spécialement. Et voilà, mais quand j'ai vu la vidéo, ce qui m'a aussi perturbé, c'est que dans un premier temps, elle m'a vraiment marqué. J'ai eu envie de la partager, de la montrer à tout le monde. Et en fait, le fait que ça reste un témoignage, c'est un peu spécial parce que, en fait, même si ça peut être le journal le plus fiable de la Terre, un témoignage, on ne sait jamais trop ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. En plus, là, on a quelques photos du jeune garçon. On ne sait pas si c'est réellement lui, mais on n'a pas de vidéo. Et donc, c'est un peu spécial parce que ça relève un peu de questions. C'est déjà, est-ce qu'on peut croire un témoignage? Il peut être aussi bouleversant au possible. Et est-ce qu'on peut réellement le croire? Oui, est-ce qu'il dit la vérité ou pas? Oui, c'est ça. Et oui, c'est ça. Et aussi, je sais plus. C'est déjà une première bonne question. Du coup, est-ce qu'on peut déceler le vrai du faux d'un témoignage comme celui-là ou pas? Ou est-ce que c'est pas important? Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, c'est très difficile.
Et la raison déjà, c'est parce que le travail journalistique est de nouveau empêché puisqu'il y a un blocus et que les journalistes ne peuvent pas rentrer à Gaza. Donc déjà, c'est la base, c'est que comme tu l'as dit, on a un témoignage, on ne sait pas si c'est vraiment ce garçon-là, on l'identifie. On voit en plus qu'il y a un contournement qui est fait par rapport aux réseaux sociaux, puisque au début, il est mis Amir a été tué, il est mis TU avec un 3. Donc il y a aussi ces enjeux d'arriver à amener ce genre de contenu jusqu'à nous, mais de manière détournée sans que, ici, c'est Instagram, il me semble, ne le censure ou le shadowban, peu importe la manière de le faire. Mais donc, oui, le mieux, c'est comme tu as fait, on peut être méfiant. Et souvent, en fait, ce qui est intéressant dans ce genre de cas, c'est que ce genre de vidéos émotionnelles vont prendre peut-être de l'ampleur, parce que les gens vont le partager, parce qu'ils vont se dire, bon, ben moi, je veux prendre position, je veux partager, c'est important. Et puis, ça va obliger des médias plus traditionnels avec lesquels peut-être tu seras plus en confiance de réagir, en fait. Et de se dire, en fait, il y a ça qui circule, qu'est-ce que c'est? Et peut-être faire le travail pour lequel ils sont payés, puisque nous, en fait, on n'est pas payés pour faire du fact-checking, il faut le rappeler. C'est important aussi de se dire qu'il y a des gens dont c'est le travail de nous amener ce genre d'informations et de pouvoir après avoir le vrai du faux derrière tout ça, quoi. Ok, d'accord. Il y a aussi un côté, tu disais, très émotionnel dedans. Il y a une musique. On commence par la photo du petit garçon. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça, de ce fait? Est-ce qu'on n'utilise pas un peu aussi l'émotion pour, encore une fois, un peu orienter notre opinion? Ben oui, mais c'est important. Tout simplement parce qu'ici, c'est des sujets, on parle de famine ici, où pour les personnes souvent qui le partagent, qui trouvent qu'on ne fait pas assez, et donc on veut sensibiliser. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport aux réseaux sociaux, c'est que souvent, c'est des images qu'on ne va pas spécialement voir dans les médias, parce que, en tout cas ici, en Belgique ou en France, là, c'est pas trop le cas, mais on va pas vraiment montrer des images très crues de ce qui se passe sur les zones de guerre. Et donc ça, il y a vraiment une question de, la violence, qu'est-ce qu'on peut montrer à la télévision, dans la presse papier, etc. Qu'est-ce qu'on ne montre pas, et puis qu'on peut retrouver parfois de seconde main, puisque comme on l'a dit ici, c'est de nouveau une photo prise par quelqu'un à Gaza, sur les réseaux. Et puis après, on reconstruire le récit, quoi. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de dignité là-dedans, justement, dans le fait de montrer ces images-là? Tu ne posais pas cette question-là quand tu as vu l'image de l'enfant. Est-ce qu'on a vraiment le droit de montrer l'image de cet enfant-là comme ça? Est-ce que cet enfant-là serait aussi d'accord, etc.? Non, c'est vrai que je ne me suis pas du tout posé la question. Et c'est vrai que, en fait, moi, c'est presque l'inverse. En fait, je me suis dit, ce petit enfant, j'ai envie je crois même que je l'ai repartagé, en fait, sur mon compte Instagram. J'ai envie qu'on voit cet enfant et qu'on lui rende hommage. Mais c'est vrai que dans l'éthique, je sais pas si c'est correct. Mais je me demandais aussi, c'est ça que je me souviens plus. En fait, dans quelle mesure un témoignage est-il plus bouleversant qu'une vidéo? Parce que, en fait, un témoignage, auquel on peut pas spécialement prouver si le témoignage est véridique, mais je me dis que parfois sur les réseaux, montrer des vidéos, déjà, on peut avoir 40 000 interprétations d'une vidéo. Et puis je sais pas, Instagram, c'est à partir d'un public de 13 ans, je pense. Et je me disais que le témoignage est bouleversant sans pour autant montrer, par exemple, le corps du jeune Amir mort. Enfin, je sais pas, je me pose la question. Ça dépend du témoignage, mais je trouve que typiquement dans le cas des réseaux sociaux, et quand on regarde un témoignage qui serait mis à la une dans un JT et sur les réseaux, souvent sur les réseaux, c'est une personne qui va parler en son nom. Et donc, il va parler son témoignage, et donc là, un peu de manière non filtrée, et tu vas avoir la question de l'authenticité, ce qui est très important, alors que sur un JT, tu vas avoir une éditorialisation, peut-être que ça va être coupé, peut-être que il y a les questions du journaliste qui vont orienter tout ça, et donc tu vas être moins touché par ce que la personne va te dire. Et puis, comme tu le disais, il y a la question de la dignité, ou peut-être que, enfin, c'est pas peut-être, c'est tout ce qui est JT, ils vont quand même essayer de faire attention, pas toujours, mais à ce qu'ils montrent, et donc ils vont pas montrer parfois des personnes en grande détresse, alors que sur les réseaux, tu peux plus avoir accès à ça, et donc être plus touché aussi. J'ai l'impression que c'est... Ça répond à ta question? Oui. Okay. Magnifique. On va passer à un petit jeu encore. 4. Je vous propose cette fois-ci un vrai ou faux, basé aussi sur des recherches. Alors dites-moi, vrai ou faux, est-ce que le terme cessez-le-feu fait souvent partie des mots les plus recherchés lors d'épisodes de guerre? Faux. Moi, je dirais faux. Et toi? Je sais pas, moi j'aurais dit vrai, mais... J'aurais dit vrai, mais à cause de l'actualité. Eh bien, c'est vrai.
cessez-le-feu revient souvent, mais même pas forcément à cause de l'actualité. Vraiment, c'est souvent dans chaque épisode de guerre, ça revient toujours. Les recherches Google sur vacances Maldives pas chères atteignent un pic à chaque fois qu'un conflit éclate aussi. Faux, moi j'aurais dit ça, mais Oui, c'est bizarre. faux. C'est bizarre. Je sais pas, je dirais. En C'est fait, tellement bizarre que ça peut être vrai. oui, c'est vraiment ça. Mais c'est le Maldives qui me fait bugger parce que je me dis peut-être que justement le conflit t'empêche de voyager et puis après c'est fini, tu veux y aller. Je veux dire vrai pour le Non, c'est drama. faux. Celle-là, je l'ai inventée. Les conflits dans certaines régions entraînent une hausse des recherches du type Where is le pays. Donc, où est le pays Par exemple, si une guerre au Soudan éclate, Oui. les recherches montent avec où est le Soudan. Oui, moi j'aurais cherché ça aussi, je pense. Oui. Ça, c'est vrai, Si c'est en tout à anglais. fait. Et alors, dernière, le mot-clé peace sign n'a jamais eu de hausse notable pendant un conflit. Le quoi comme Peace sign. Bah, c'est n'a Signe- jamais. signe de c'est paix, une quoi. négation, c'est n'a jamais été. Ouais. Ah bah faux alors. Moi j'aurais faux aussi alors. Et pour toi, Oui, je suis. c'est faux. Ouais, il monte régulièrement et notamment en plus sur les réseaux sociaux où il va encore plus monter. Merci beaucoup à vous deux. Et on va accueillir alors nos deux derniers élèves, Thibaut et Adrien. Venez. Adrien qui vient gentiment remplacer son ami Maya, donc qui est malade. C'est Maya, c'est ça qui était Oui, malade. Maya. Tout à fait. Et donc tu viens la remplacer avec sa vidéo. Donc merci à toi Avec de te plaisir. prêter à l'exercice. Très content d'être là. Merci beaucoup, c'est très chouette. Et bonjour Thibaut aussi. Bonjour. On va commencer par ta vidéo qui est aussi une vidéo sur le Soudan, donc 2 vidéos sur le Soudan. On la regarde et puis on en discute. Allons-y. Donc on est sur une vidéo de Google Earth où on voit vraiment une des vidéos satellitaires du Soudan. Pourquoi est-ce que tu t'es arrêté sur cette vidéo? Bah, moi, à nouveau, lorsque je scrollais sur TikTok, je tombais souvent assez régulièrement sur des vidéos par rapport à la guerre, etc. Et c'était au moins la 3e ou 4e fois que je tombais sur une vidéo de ce type-là. Donc avec des corps vus depuis l'espace via Google Earth. Mhm. Et donc quand on m'a demandé d'en chercher une justement, bah, j'ai voulu retomber sur une de ces vidéos là. Donc j'ai tapé une recherche sur TikTok et je suis tombé là-dessus. Et je l'ai choisi parce qu'en fait, je trouvais ça assez flagrant quand on pose la question de la violence par rapport aux guerres. Forcément, je trouve que ça, c'est le meilleur exemple, entre guillemets. On voit directement des corps morts, etc. Et donc, je trouvais ça vraiment impactant et surtout émotionnellement parlant. Et donc, Ok. c'est pour ça que j'ai choisi. Ok, elle t'a choqué. Mhm. Est-ce que tu t'es posé des questions de savoir si c'était véridique ou pas? Est-ce que tu as eu un doute? Ou pas du tout? Sur celle-ci, j'ai pu émettre des doutes, mais comme voilà, j'avais besoin vraiment d'une vidéo, c'était vraiment pour avoir le thème par rapport à Google Earth particulièrement. Ok. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des questions à se poser là-dessus parce qu'à nouveau, il y a plusieurs guerres en ce moment qui font rage dans le même type d'endroit, on va dire, où c'est facile de copier une vidéo d'ailleurs et de mettre que c'est Free Soudan alors que ça se passerait par C'est ça. exemple à Gaza ou au Congo ou ailleurs aussi. Mhm. Donc voilà. C'est vrai que c'est un peu ambigu, non, Florian? On sait pas vraiment ce qu'on voit des fois. C'est des fois des formes. On n'est pas sûr que ce soit des corps non plus. Enfin, il y a une question un peu ambiguë, non, dans Oui, ce non. genre de vidéo-là. Ben, c'est clair, et comme tu l'as dit, c'est déjà arrivé qu'on reprenne des vidéos d'anciens conflits pour dire ah, maintenant ça se passe dans un conflit actuel. Ici, ce qui est intéressant, et c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai tapé sur Google pour retrouver la source. Et sur ce, je ne pense pas que ce soit la première vidéo qui parlait de ça, mais cette vidéo était antérieure à la date de la RTBF qui parlait du sujet justement. Donc on pourrait voir vraiment l'effet de la RTBF qui s'est dit, bon, il y a ça qui circule, on va faire notre petite enquête et on va aller voir, est-ce que c'est des vaches qu'on voit, comme vous pouvez lire dans les commentaires, des gens disaient que c'était des vaches, ou est-ce que c'est vraiment des personnes qui sont entassées, enfin voilà. Ok, donc c'était ça le réflexe pour aller voir, pour tirer le vrai du faux et voir ce qui était réel. Mais c'est vrai que c'est chaque fois
des fois un peu difficile de voir ce qui est mis dedans. Et donc, si c'était vrai, est-ce qu'il y a aussi une limite éthique pour montrer ce genre de contenu-là? Est-ce que toi, tu t'es pas dit c'est quand même un peu choquant de montrer ce genre d'image ou de voir ce genre d'image? Je pense qu'a priori, c'est ce qu'on pourrait se dire et c'est ce que beaucoup de personnes se disent aussi. Mais là où j'aimerais aussi aller, c'est de se dire que, par exemple, moi, donc le conflit du Soudan, j'en avais entendu parler vaguement, mon père m'en avait parlé, etc. Mais c'est vraiment après avoir vu plusieurs vidéos de ce type-là que je me suis dit, tiens, c'est quand même assez choquant. Est-ce que j'irais pas me renseigner plus par rapport à ça? Et donc, j'ai fait mes recherches personnelles, j'ai été voir, je suis tombé sur des articles du journal Le Monde, de la RTBF, etc. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur du conflit, des morts qui étaient dedans, etc. Mais aussi des personnes, des pays qui étaient impliqués dans le conflit dont on ne parle jamais. Et donc, finalement, ça a été vraiment cette vidéo qui a été l'élément déclencheur de toute cette recherche. Okay. Donc, quelque part, sans ça... Alors oui, bien sûr, il y a sûrement des jeunes qui regardent les réseaux sociaux qui sont peut-être beaucoup trop jeunes pour voir ce genre de choses. Mais quelque part, c'est... En tout cas, moi, pour ma part, c'est ça qui m'a amené à aller me renseigner. Et ça a été vraiment l'élément déclencheur parce que ça touche aux émotions. Et comme on l'a dit avant, je pense que les émotions, c'est vraiment ce qui peut nous amener à aller faire des recherches par rapport à un conflit et à vraiment prendre conscience de ce conflit. Ok, donc elle a vraiment eu une utilité, quoi. Ouais. Ce genre de vidéos, pour toi, elles ont une utilité? Dans ce cadre-ci, oui. Parce que souvent, on imagine une utilisation, on va dire, typiquement jeune, de juste on scrolle et on avance et juste on ne s'arrête plus. Alors que dans les faits, c'est multi-usage, quoi. On va se dire, il y a un truc qui m'intéresse, je vais aller voir du format peut-être plus long ou du format écrit. Enfin, c'est pas juste de la vidéo qui s'enchaîne. Ici, clairement, tu as fait un petit parcours pour aller revoir l'information. Et ça, je pense que tout le monde l'a déjà vécu ici, de se dire, tiens, ça m'intéresse, je vais aller plus loin. Moi, ce que je trouve important, en fait, par rapport à ce genre de vidéo, c'est que ça nous montre des images qu'on ne verrait pas spécialement d'entrée de jeu dans les médias. Bon, ici, c'est lointain, on ne comprend pas très bien, donc il y a un besoin de contextualisation, et ça, c'est le plus important. C'est le fait qu'il y a un travail journalistique qui doit être fait pour contextualiser, pour comprendre qu'est-ce qu'on regarde. Mais on n'est toujours pas dans une vue de la violence crue, quoi. On comprend de loin, tu vois des mares de sang, ou bien c'était la vidéo d'après, je ne sais plus. Mais là-dessus, peut-être qu'on y reviendra, les réseaux sociaux vraiment ouvrent des portes où, pour l'instant, les journalistes sont très frileux dans le fait de montrer la violence, et les réseaux sociaux permettent justement d'y avoir accès. Après, est-ce que c'est positif ou négatif, ça, on en reparlera. Peut-être dans une certaine limite, mais chacun met un peu sa limite où il veut aussi. Tu es d'accord avec ça? Est-ce que toi, ça te choque ou pas, ce genre d'image? Où est-ce que tu mettrais la limite? Moi, ça me choque pas en tant que tel, parce que c'est des vidéos donc, de satellite. Donc on voit pas vraiment le sang en tant que tel. Et j'avais aussi vu ça sur la RTBF, je pense. Et ils contextualisaient très fort le sujet. Donc il y avait des commentaires en dessous. Et il y avait quelques endroits qui étaient floutés. Donc je pense que si ces endroits n'avaient pas été floutés, ça m'aurait choqué. Mais cette vidéo, je pense qu'elle a son utilité sur les réseaux. Avec des commentaires... dessus. Alors on va regarder la dernière vidéo, donc celle d'Adrien, et on en parle juste après. Avec dataina.fr, nous avons quantifié ce que veut dire une guerre oubliée. Nous avons mesuré la médiatisation de la guerre au Soudan. Résultat ? Eh bien regardez, c'est l'évolution entre début 2023 et le 30 septembre 2025 des mentions du conflit soudanais détectées par l'intelligence artificielle dans les JT du soir. Un léger pic, 171 mentions du conflit soudanais au mois d'avril 2023. Il s'agit du début de la guerre civile. Léger pic, car regardez maintenant si on dézoome et si on compare la médiatisation des guerres au Soudan, en Ukraine et entre Gaza et Israël. Concentrons-nous sur les premiers mois de médiatisation des trois conflits. Ukraine, premier mois de conflit, mars 2022, 8723 mentions dans les JT du soir. Gaza-Israël, 4299 mentions en octobre 2023 au moment de l'attaque du Hamas. Soudan, 171 mentions donc en avril 2023 au début de la guerre civile. C'est 50 fois moins que le premier mois de guerre en Ukraine. Pour le reste, eh bien, les courbes parlent d'elles-mêmes. On ne distingue presque plus le conflit soudanais qui passe sous le radar médiatique depuis 2 ans. Voilà donc une manière de quantifier ce que veut dire une guerre oubliée à la télévision. Voilà, donc statistiquement, la guerre au Soudan, c'est une guerre qui est moins
médiatisée. Alors, première question, comme c'est pas ta vidéo, est-ce que toi, tu l'aurais consommée, cette vidéo? Est-ce que tu l'aurais regardée si elle était tombée sur ton fil? Oui, j'aurais tout à fait regardé jusqu'au bout parce que la dame a l'air d'être aussi fiable et il y a des statistiques donc, qui jouent. Donc oui, j'ai regardé la vidéo. C'est ça, elle paraît fiable et elle a un certain statut, cette vidéo, on peut le dire. C'est Lina. Oui, c'est Lina. C'est surtout ça, je veux dire, c'est un opérateur de confiance. Oui. Je trouve qu'elle fait bien le point, pour conclure cette émission, sur le rôle aussi des médias dans les conflits, de montrer la guerre ou de raconter et de convaincre. Est-ce que c'est donc ça aussi, un peu la conclusion qu'on peut tirer, c'est que les médias ont ce rôle de montrer la guerre et de montrer ce qui se passe pour sensibiliser. Oui, clairement. Alors, il y a plusieurs aspects à ta question, mais ici, donc, par rapport au niveau quantitatif, on voit que le Soudan a été totalement oublié, très clairement. Et donc là, on voit le rôle des réseaux sociaux, en fait, qui permettent justement de s'informer ou de se sensibiliser, donc, tout du moins, sur ces questions. Et pour moi, il y a vraiment la question de la violence, quoi, où les médias ici traditionnels vont parler de violence, mais vont rarement la montrer. Et ça, c'est vraiment un enjeu de société où nous, actuellement, on se dit la violence, non, sauf dans des cas extrêmes. On va voir par exemple une de Libération quand des enfants en Syrie se font gazer, on voit des corps, enfin des cadavres d'enfants. Mais sur ce, là où moi je trouve que ça devient intéressant et que ce que permettent les réseaux sociaux, c'est que si on regarde du point de vue uniquement médiatique, on va avoir ces images très crues à des moments très précis. Et donc si je vous dis attentat terroriste, vous allez avoir peut-être des images très précises qu'on associe à ce genre d'attentat. Et donc l'enjeu, c'est que de ne pas cristalliser la violence qu'on va montrer à un seul type de violence précis. Je donne un exemple parce que ce n'est pas super clair ce que je dis. Si on parle ici d'attentat, on va plus penser par exemple à Daesh ou ce qui s'est passé au Bataclan, etc., etc. Parce que là, on a peut-être des images qui c'était tellement trop qu'on a une image qui a cristallisé, ou par exemple pour le 11 septembre, on a une image qui cristallise, mais ça exclut toute autre forme d'imaginaire de ce que peut être un attentat. Et jamais, quand je vous dis attentat, vous pensez par exemple à un attentat terroriste d'extrême droite, ce qui est pourtant un enjeu tout à fait d'actualité. Et donc là-dessus, ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est qu'on va pouvoir voir d'autres types de violences et ne pas juste se maintenir à la cristallisation qu'on a eu à un moment T pour choquer, typiquement avec la une de Libération, typiquement quand il y a eu les attentats du 11 septembre, parce qu'on voulait marquer le coup, on pourrait le dire, mais aussi se dire que la violence est présente et qu'il faut aussi pouvoir s'en emparer, quoi. Mais avec toute la déontologie, mais ça, on y reviendra un autre jour. Est-ce qu'on s'habitue quand même pas un petit peu justement à ces images de guerre et de violence? Est-ce que vous avez l'impression que maintenant, quand ça passe dans votre fil, vous êtes habitué à ça? Ou pas forcément? Je pense que oui, quelque part, c'est peut-être un peu le revers de la médaille avec ce genre de choses, c'est que malheureusement, comme il y a énormément de conflits aussi dans le monde à l'heure actuelle, et qu'entre guillemets, il y a beaucoup de combats à mener pour que ces conflits soient entendus de manière égale dans les médias, etc., forcément, on en voit beaucoup plus peut-être qu'avant, vu que, comme vous l'avez dit, on montre moins les choses de manière crue dans les médias. Donc peut-être que ça, c'est le danger aussi, c'est que si on en voit trop souvent, on risque de se dire, ouais, bon, encore une guerre, encore des morts, mais est-ce que finalement, ça me touche vraiment? Peut-être. Et c'est peut-être aussi le risque, c'est peut-être, je n'ai pas assez de recul là-dessus, mais c'est peut-être ce qui pourrait arriver, ouais. Moi, j'avais aussi l'impression avec les longueurs, donc la durée des guerres. Comme on a vu ici sur la vidéo, c'est vraiment au début de la guerre, très forte, beaucoup republié et tout ça. Et donc j'ai l'impression, oui, ça lassant comme vous dites, parce que justement c'est trop long. Enfin, c'est trop long pour intéresser finalement jusqu'au bout. Et les gens se sont informés, et donc ils connaissent un peu le sujet, et donc ils n'ont plus besoin, on va dire, de... Est-ce qu'on s'habitue à ce format-là et à ces images-là? Est-ce qu'il y a une... Je pense que ça dépend des personnes, quoi. Et surtout, en fait, souvent, on va réagir par rapport à ça. Donc, typiquement, il y en a qui vont être confrontés, vont décider justement de cacher. Bon, parfois, les réseaux sociaux te préviennent d'avance. Ils te disent, attention, ça, c'est du contenu avec de la violence et tu dois cliquer pour voir. Donc, déjà, il y a un degré d'à quel point on est confronté de manière surprenante, en mode surprise. Oui. Ok, tout à fait. Je vais vous proposer un dernier petit jeu pour
terminer là-dessus. Je vous propose un fake ou vrai. Ok. Donc je vous montre des informations. Vous me dites si c'est une fake news ou bien si c'est vrai. La première, donc, c'est des Lego qui ont été faits à l'effigie d'une milice russe. Est-ce que c'est vrai ou faux? De la marque Lego? De la marque Lego. Moi, je dirais faux. Ouais, ça c'est faux. Bah, si c'est la marque qui l'a fait ou c'est utiliser la marque? C'est la marque qui l'a fait. Ah oui, je dirais non alors. C'est faux, bien évidemment. Le deuxième, c'est un convoi humanitaire qui a frappé, qui a été frappé par la Russie dans le sud de l'Ukraine. Est-ce que c'est une information vraie ou fausse sur la guerre? Moi, je dirais vrai. Je pourrais l'avoir trafiqué. Ce serait très filou. Ce serait filou. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai pas été jusque-là. C'est tout à fait vrai. Alors, Zelensky, qui a été photographié avec de la, peut-être, coke sur son bureau. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je dirais faux aussi. Bah, c'est vrai, mais c'est pas de la coke, quoi. Non, je crois que même il n'y a même pas de poudre sur son bureau. Elle a été rajoutée, mais c'est une image qui a vraiment été poussée par des comptes sur Twitter et qui faisait circuler cette information-là. Mais c'était évidemment faux. Et alors, l'atterrissage d'un avion russe sur un porte-avions, est-ce que c'est un vrai atterrissage ou non? Non, c'est faux, je dirais aussi. Je m'y connais très peu en atterrissage sur porte-avions, mais ça me paraît fort hollywoodien, quoi. Hollywoodien. Oui, ouais. c'est cavalier, on va dire. Ouais, non, c'est faux aussi. C'est tiré d'un jeu vidéo, carrément. Mais pareil, ça a été diffusé par des comptes pro-russes pour faire croire que voilà, les atterrissages étaient vraiment grandioses. Merci à tous, en tout cas. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. On a découvert beaucoup de choses. Encore une fois, on a découvert que les jeunes s'intéressent et vont loin dans le contenu, que vous allez chercher loin dans les informations. Et ça, c'est rassurant et c'est vraiment chouette. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé ce contenu. Merci, Florian. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Scroll. Merci beaucoup.